Alors, ce générateur poétique auquel quelques-uns ont pu jouer tout à l'heure et peut-être encore demain est un jeu très ancien et il a vu le jour en 1986 à l'époque sur Minitel tout simplement, même en noir et blanc. Et c'est un jeu qui consiste à dessiner à plusieurs sur une même image, chacun manipulant un petit bout de l'image constitué d'une mosaïque de, en l'occurrence, 20 par 20 pixels, mais ça peut être plus, ça peut être moins, peu importe. Et les dessins, les mosaïques manipulées par chacun sont juxtaposées les unes aux autres et forment une grande image dont la taille est variable, c'est-à-dire elle est d'autant plus grande en termes de résolution, disons. Aïe, pardon, un, encore une fois, ça switch, zut. Voilà. Ça switch chez notre... voilà. Ok. Bon. Donc l'image varie en résolution suivant le nombre de personnes. Alors là, aujourd'hui, on a eu jusqu'à 6 personnes, 7 personnes en même temps, je pense. Il peut y en avoir des dizaines, des centaines, voire des milliers en même temps, ce qui fait que la taille de chacun devient d'autant plus petite qu'il y a que le nombre de joueurs ensemble est grand. Alors, contrairement à... Enfin, ce qui m'intéresse dans ce jeu, sur lequel je travaille depuis cette époque-là, hein, 1986, c'est quand même pas hier, c'est sa complexité, en fait. C'est son caractère inattendu, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais ce qui va se produire dans cette image. Quand j'ai commencé à jouer avec ça, enfin, à expérimenter ce principe, j'en ai parlé à différentes personnes qui m'ont dit, je change, comme ça vous verrez ma tête, qui m'ont dit, mais il se passera jamais rien dans cette image-là, ça sera le chaos permanent, voilà, ça va rester une sorte de Macédoine de légumes, point à la ligne. Bah, pas du tout, et en fait, cette image, elle s'auto-organise, elle fabrique des sortes de petites histoires, alors plus ou moins enfantines, ou plus ou moins trash, enfin, c'est extrêmement variable, plus ou moins figuratives ou abstraites. Et on peut passer assez rapidement voilà, d'une ambiance graphique à une autre, d'une scène à une autre. En fait, tous ces signes sont en mutation permanente et en adaptation les uns avec les autres de manière permanente. Ce qui fait que voilà, ça change assez vite. Alors ici, l'image est accélérée. J'ai multiplié la vitesse par 36. C'est beaucoup plus lent. Mais néanmoins, ça peut, en fait, plus il y a de monde et plus c'est rapide. En fait, plus les changements peuvent être brusques dans l'image, euh, il peut se produire des changements radicaux très très rapidement, qui sont totalement imprévisibles. Et alors voilà, c'est cet inattendu qui m'intéresse. Voilà, je réfléchis là-dessus. Il faut voir que cet inattendu joue un rôle fondamental dans l'image, puisque, ah, excusez-moi, ça passe toujours d'une image à une autre, je sais pas comment faire. Voilà. L'inattendu joue un rôle fondamental dans l'image, puisque en fait, chacun pour participer à une séance du générateur poétique est obligé d'anticiper ce qui va se passer. C'est-à-dire, chacun essaye de prévoir l'état global de l'image et modifie son dessin en fonction de ça, mais pour obtenir un certain impact dans l'image globale en quelque sorte, et voilà, pour imprimer sa marque en quelque sorte dans l'image. Et donc on est dans une attitude comme ça de prédiction permanente face à quelque chose qui, en toute rigueur, est complètement inattendu, puisque ça dépend du bon vouloir
des quelques joueurs qui sont là, ou des dizaines ou des centaines ou des milliers de joueurs qui peuvent être dans cette agora collective temps réel. Voilà, donc voilà le principe. Ce jeu est une sorte d'ancêtre des jeux massivement multijoueurs qu'on trouve maintenant couramment sur le net, qui en général s'exécutent dans un espace à 3 dimensions. Et c'est un ancêtre aussi du net art, c'est-à-dire de l'art sur le net, qui a fait il y a eu beaucoup d'autres tentatives plus ou moins similaires, mais disons le principe du générateur poétique, lui, est resté sensiblement le même depuis 35 ans. Et je continue à le développer encore aujourd'hui. Il a connu beaucoup de versions aussi sur Internet. Euh, C'est-à-dire que, disons, enfin, la première version, c'était une version client-serveur sur Minitel, qui utilisait comme terminal les Minitel. Donc, il y avait un serveur central auquel les Minitel étaient connectés. Et puis, à partir de la moitié des années 90, vers 96, ah, j'entends du bruit là. Ah, oh, excusez-moi, c'est encore la vidéo qui a switché. Attendez, attendez. Oh, c'est pénible. Bon, je vais l'interrompre hein, pour pouvoir parler parce que c'est. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Excusez-moi. Non, bon. Je vais la retrouver petit à petit, non pendant que je parle. Voilà, bon. Je disais que donc la première version était une version client-serveur utilisant le Minitel, et au milieu des années 90, j'ai pu réaliser une version disons un réseau expérimental qui préfigurait l'Internet du futur entre guillemets, qui était un réseau complètement distribué. Et c'est-à-dire qu'il fonctionnait sans l'intermédiaire de serveur central, en fait, que par l'intermédiaire de routeurs interconnectés, mais dont aucun n'avait un rôle particulier. Et j'ai pu réaliser, donc, au milieu des années 90, une version de ce jeu massivement multijoueur, entièrement distribué sans l'intermédiaire d'aucun centre que ce soit. Cette réalisation du milieu des années 90 reste encore presque futuriste aujourd'hui, puisque la majorité des jeux qu'on connaît aujourd'hui, c'est même pas la majorité, c'est la totalité des jeux qu'on connaît aujourd'hui sont des jeux fonctionnant sur des réseaux centralisés, c'est-à-dire que les World of Warcraft, etc., enfin tous ces jeux massivement multijoueurs fonctionnent avec des énormes data centers, des serveurs centralisés quelque part sur la planète, auxquels tous les joueurs sont connectés en permanence. Donc ce sont des sortes de réseaux en étoile qui dépendent d'un acteur central qui est l'opérateur du jeu, en quelque sorte. Et donc voilà, au milieu des années 90, il existait une version du générateur poétique, ancêtre des jeux massivement multijoueurs, complètement distribué sans l'intermédiaire d'aucun centre que ce soit. Et, et je me languis depuis cette époque de voir revenir une forme de réseau qui permette de faire ça, puisque, bon, disons, il y a un problème économique et politique là derrière qui est énorme. Évidemment, on vit dans un monde d'Internet où l'Internet est centralisé, que ce soit entre les mains de Facebook, de Twitter, de Google, et évidemment des opérateurs de jeux massivement multijoueurs. On est finalement, quand on est connecté au réseau, on est connecté à un réseau en étoile qui converge vers
un serveur particulier. Donc on est dépendant d'un opérateur particulier, euh, ce qui pose des vraies questions politiques, économiques, etc., quand on voit la puissance d'acteurs tels Facebook, etc. Et donc voilà, ce jeu, disons que quand je raconte que au milieu des années 90 existait déjà un jeu massivement multijoueur complètement distribué sur l'intermédiaire d'aucun centre, en général les gens me regardent de manière un peu interloquée ou sceptique. Personne ne me croit en gros. J'ai beau le dire et le répéter, aujourd'hui encore ça paraît incroyable quoi. Et pourtant. Et pourtant, ça marche. Ça a marché. Ça marche encore, disons, si ce n'est que les protocoles d'Internet tels qu'on les connaît aujourd'hui, ceux qui sont acceptés par les opérateurs de télécommunications, les protocoles qui sont routés, on dit les mises en place sur les routeurs qui sont entre les mains des opérateurs de télécommunications, aujourd'hui ne permettent pas ça pour le grand public. Et donc, on a affaire finalement aujourd'hui à une sorte de version bridée de l'Internet que j'ai connu au milieu des années 90. On a affaire à un Internet qui automatiquement fabrique des centres de pouvoir, des centres de contrôle et des puissances économiques considérables. Tout ça par la faute, en gros, des opérateurs de télécommunications qui ne donne pas accès au public à l'ensemble des ressources en termes de protocole que l'Internet propose théoriquement sur le papier. Il suffirait pour eux quasiment d'appuyer sur un bouton et d'un seul coup, d'un seul, le grand public pourrait avoir accès à des ressources bien plus larges que celles qu'il connaît pour le moment. Il ne le fait pas. Et donc, faut pas les opérateurs de télécommunications, les Orange, France Télécom ou British Telecom, etc., viennent se plaindre qu'ils sont mangés par des opérateurs, enfin par des acteurs du net, les GAFAM ou autres, qui sont bien plus puissants qu'eux maintenant, puisque finalement, c'est complètement leur faute de ne pas ouvrir complètement toutes les ressources de l'Internet au grand public. Voilà. Que puis-je dire d'autre Peut-être revenir aussi à la question du jeu, disons de son intérêt théorique. Là, on a parlé un peu de technique. On peut parler de son intérêt théorique. Disons que le jeu est né donc en 86, un peu d'abord comme une sorte d'expérience de pensée. La question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qu'il se passerait si une foule était assemblée, disons, sur une place de village, et si au-dessus de cette place de village, il y avait un grand miroir, et qu'on pouvait tous regarder, et si on portait tous des chapeaux carrés dont on pourrait changer la couleur, en même temps, on change la couleur de nos chapeaux carrés, on regarde dans le miroir, et on voit donc on voit une image globale avec des pixels, etc. On peut changer sa couleur, en fonction de celle des voisins, etc., bah, ça fabriquerait quoi un générateur poétique, quoi. Et je me suis dit, mais cette expérience de pensée d'une foule qui est côte à côte et en même temps au-dessus de la foule, c'est quand même intéressant. C'est une expérience qui n'existe pas dans la vie quotidienne. Soit on est, disons, en tant qu'individu sur le plancher des vaches parmi nos voisins, soit on est en avion au-dessus ou sur une montagne et puis on peut observer la foule, mais être en même temps dedans et au-dessus, être finalement noyé dans le collectif et être au-dessus du collectif et pouvoir en observer les mouvements, c'est pas une expérience courante dans la vie quotidienne, c'est même une expérience qu'on ne connaît pas, ou qu'on connaît peut-être en rêve, mais dans la réalité, non. En même temps, cette expérience-là, c'est presque, on pourrait dire, la promesse des sciences et des technologies,
puisque les outils technologiques, qu'est-ce qu'ils nous permettent de faire? Ils nous permettent d'agir sur le monde par des interfaces X ou Y, ne serait-ce que, je sais pas, une automobile et quelque chose qui nous permet de voyager et d'agir à distance, de nous déplacer, d'agir sur le monde. Donc on est environné d'artefacts technologiques qui nous permettent d'agir sur le monde. Et puis en retour, on subit en rétroaction du monde aussi beaucoup de signaux qui nous viennent du monde et qui traduisent plus ou moins son état global. Les signaux des télévisions, les programmes de télévision sont supposés nous informer sur l'état du monde. Voilà. Et donc la promesse des technologies, c'est un peu d'amplifier nos moyens d'action sur le monde et en même temps d'amplifier la rétroaction du monde sur nous, c'est de nous informer sur l'état du monde. Et ça, enfin, disons, le générateur poétique ou l'expérience de pensée dont je parlais tout à l'heure sur la plage du village, où on est à la fois dans le groupe et au-dessus du groupe, est finalement une métaphore et une manière de réaliser, disons, en petit, la promesse des sciences et des technologies que nous permettent donc d'agir sur le monde et d'avoir un retour du monde sur nous-mêmes. Et voilà, donc ce générateur poétique, quelque part, fabrique une sorte de petit modèle du monde, un monde où, on peut dire idéal, où en rêve, on pourrait donc complètement agir sur ce petit monde et avoir une rétroaction de ce petit monde sur nous. Rétroaction globale et en même temps où chacun est capable de se situer. Ce qui est encore quelque chose qui est dans la vie quotidienne n'est pas le cas, c'est-à-dire que on est en général confronté au monde on peut agir dessus, mais on ne sait pas très bien identifier la trace de son action sur le monde, qui est noyée dans le collectif. On parle à ce propos d'aliénation, c'est-à-dire qu'on est aliéné au sens où on n'a pas de lien au monde puisqu'on agit sur lui et notre action est noyée dans le collectif. Donc notre lien est dissous en quelque sorte dans le monde sans qu'on en ait un retour. Donc on est aliéné, notre lien n'existe plus, ou il est peut-être imaginaire, mais le lien physique a disparu. Alors que dans le générateur poétique, il n'y a pas cette aliénation, il y a une vision directe de ce que chacun fait dans ce petit monde, et chacun contrôle exactement son action en fonction de l'état de ce petit monde. Et donc voilà, c'est aussi, disons d'un point de vue un peu philosophique, intéressant d'expérimenter un monde libéré de son aliénation en quelque sorte, qui est une sorte de cette libération de l'aliénation et cette puissance d'action et de rétroaction sur le monde, et encore une fois, est la promesse des technologies, des sciences, qui est loin d'être réalisée dans la vie de tous les jours, loin, loin, loin de ça. Voilà. Alors, elle est réalisée. Bon, on peut faire le parallèle avec des réseaux sociaux entre guillemets tels Facebook, qui quelque part fabriquent quelque chose de ce genre, puisque on peut envoyer sur Facebook ou Twitter, que sais-je, un message et qui est plus ou moins diffusé aux autres. Et en retour, on a finalement des réactions de ses amis ou d'inconnus qui nous disent que le message a été bien reçu ou pas, en réaction à notre action. Donc quelque part, voilà, un réseau social entre guillemets tel Facebook
réalise cette promesse des sciences et des technologies de relier l'individu au monde. Mais encore une fois, il y a une forme d'aliénation, puisque Facebook obéit à des règles très strictes, assez obscures. Évidemment, la trace de chacun n'est pas visible de tous. Tout ça est filtré, tout ça est maintenant très très censuré même. Et puis tout ça est aussi l'objet d'enjeux économiques, commerciaux et politiques gigantesques. Donc voilà, la promesse de libération de l'aliénation est très très loin d'être réalisée dans des réseaux type Facebook. C'est le cas aussi dans des jeux massivement multijoueurs, par exemple. Vous imaginez ces jeux où il y a toutes sortes d'avatars qui se baladent dans un univers à 3 dimensions pour s'entretuer ou quoi que ce soit. Euh, En fait, chaque personne qui se matérialise par un avatar dans cet univers-là ne voit pas tout l'univers. Il ne va voir que les 3, 4, 5, 10, 20 maximum, sans doute, autres avatars qui sont autour de lui, mais ne va pas voir tous les joueurs qui sont là, présents, entre guillemets, en même temps, pour des raisons diverses. D'une part parce que ce sont en général des mondes en 3 dimensions virtuelles, et que dans ces mondes en 3 dimensions, il y a toujours des parties cachées. On peut être caché par un objet, par un château, que sais-je, une ville, ou situé dans un monde parallèle, et donc on n'est pas vu et on ne voit pas les autres. Et puis aussi parce que, en fait, ces mondes sont scénarisés, et, et évidemment, ce scénario agit justement sur cette visibilité ou non-visibilité des uns et des autres, puisqu'il y a en général des intrigues, etc. Il faut se cacher, il faut se révéler, il faut aller chercher une clé, un trésor, ou surprendre un adversaire, etc. Bon, tout ça est scénarisé. Donc on est encore très loin de cette promesse de libération de l'aliénation dans ce type de monde à 3 dimensions. Voilà, donc ce générateur poétique réalise une sorte d'utopie, justement, de libération de l'aliénation, mais en tout petit, avec les gens qui veulent bien s'y intéresser. Et je sais pas si les 2 personnes qui sont là ont participé au jeu, mais enfin, vous avez vu qu'il faut, disons, pour avoir un sentiment sur ce qui se passe dans ce jeu, s'y consacrer, accepter de consacrer son attention pendant quelques bonnes minutes, même peut-être 1 heure, pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Et évidemment, dans le monde dans lequel nous vivons, cette attention, le temps d'être, le cerveau disponible est quelque chose de très, très, très limité, et cher et rare. Et on le voit encore aujourd'hui, puisque en fait, l'attention est dispersée dans de multiples recoins de ce festival, sur différents objets et différents discours. Voilà, je sais pas, là-dessus, qu'est-ce que je peux dire de plus? Peut-être vous avez des questions. Effectivement, je pense qu'on peut passer à un temps de questions. J'imagine qu'il y en a. S'il n'y en a pas, moi j'en ai. Hop. Alors, on m'entend? Oui, ça va? Vous m'entendez? Oui. Parfait. Du coup, j'aurais voulu... en fait, j'ai 2 questions. Une première sur le côté utopique que vous avez évoqué. Je trouve qu'effectivement, le système est très beau. On aimerait que les décisions politiques de notre monde soient prises comme ça, où chacun puisse à la fois
faire ce qu'il a envie, mais en même temps que les autres voient la trace et qu'il voit lui-même la trace qu'il laisse. Enfin, je me dis que ça pourrait être un fonctionnement à la fois collectif et qui serait pas inintéressant. Et du coup, je me demandais, avec l'expérience, à force de voir les gens faire, est-ce que vous avez constaté plutôt des gens qui ont tendance à travailler en collaboration, ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt les gens ont plutôt tendance à vouloir tirer la couverture à eux et du coup à faire en sorte que leur part de participation prennent de la place ou empiètent sur ce qui a déjà été commencé. Enfin, finalement, en général, comment est-ce que les gens se comportent face à ce type de situation? Les deux types de comportements sont toujours présents. Il y a toujours un aspect coopération, un aspect compétition qui est là. Euh, le jeu ne fonctionnerait pas s'il y avait que de la coopération ou que de la compétition. Il y a toujours une sorte de mélange des deux. C'est rigolo. Mais en même temps, dans le cadre de ce jeu, disons, c'est une sorte il y a un niveau méta en quelque sorte. Tout le monde comprend bien au bout d'un moment que on joue avec cette coopération, cette compétition, que ça fait partie des ingrédients du jeu et chacun s'y prête. Il n'y a pas de rien de tragique, tout ça est un univers ludique, mais ça permet, je pense, enfin, les retours que j'ai depuis des années de gens qui ont participé à ce jeu me disent que ça fait réfléchir justement à ces aspects-là qu'on retrouve évidemment dans la vie quotidienne et aussi dans la politique, etc., etc. C'est, disons, je pense qu'il y a un côté formateur, pas au sens où il y a une doxa ou une, un message ou une injonction de comportement quelconque dans ce jeu qui serait véhiculé, mais disons, ça permet sans doute à chacun d'avoir un retour sur son propre comportement dans la vie de tous les jours et puis d'observer un petit peu mieux ce qui se passe effectivement dans le domaine politique, entre autres. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Du coup, j'avais une seconde question. Je ne sais pas si ça a d'intérêt ou si ça a déjà été fait, mais je me demandais si ce processus avait été testé avec ce qu'on appelle aujourd'hui des intelligences artificielles, donc plutôt quelque chose de l'ordre de la machine ou de l'algorithme ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça aurait un intérêt de le faire? Si ça a été fait, qu'est-ce que ça donne un peu comme résultat? Est-ce que c'est complètement chaotique? Est-ce qu'il y a des choses qui finissent par s'organiser? Enfin, voilà. Mmh. Alors c'est une bonne question. Effectivement, j'ai travaillé, bon, moi je travaille dans un laboratoire de sciences cognitives. J'ai d'autres collègues qui sont encore beaucoup plus matheux que moi encore, avec lesquels j'ai collaboré pour tenter de faire une modélisation à base d'intelligence artificielle de ce jeu. Donc donc les joueurs sont plus humains, mais ce sont des intelligences artificielles qui sont derrière chaque unité, chaque mosaïque. Et en fait, on a réfléchi assez profondément à des règles minimales qui permettent à ces intelligences artificielles de se comporter dans ce jeu. Et l'idée est de dire qu'on a appliqué une idée qui est forcément simpliste par rapport à ce qui se passe dans la réalité du jeu, mais l'idée c'est de dire qu'en fait chaque intelligence tente de maximiser l'inattendu pour les autres, c'est-à-dire d'opter pour un choix graphique qui va qui va faire que cette intelligence se démarquer du contexte, donc des autres joueurs, de manière aussi marquée que possible. Donc maximiser l'inattendu. Et pour maximiser l'inattendu, paradoxalement, il faut se rapprocher de la simplicité, entre guillemets, c'est-à-dire il faut faire un signe qui, disons, va être anormalement simple, c'est-à-dire plus lisible que les autres. Évidemment, si quelqu'un fait une sorte de gribouillis,
illisibles sont ce gribouillis s'apparente à un signe complexe entre guillemets. C'est-à-dire qu'on peut pas dire ceci est, je sais pas, un chapeau, une vache, un cornichon. Non, on sait, c'est une sorte de magma, voilà. En fait, l'idée de la simple, du terme, du mot simplicité dans ce contexte-là, c'est de dire que finalement, la simplicité, c'est d'un signe, c'est quelque chose qui est lisible, sur lequel on peut faire un mot, on peut dire un mot, on peut le résumer, disons, par un mot ou un concept simple. Donc voilà, on a fait jouer des intelligences artificielles à ce jeu avec ces règles du jeu. Euh, alors on leur a pas attribué 20 par 20 pixels, c'est hyper simplifié, c'est-à-dire qu'en fait il y a toute une gamme et les intelligences artificielles peuvent pas faire n'importe quel signe. En fait, on leur a donné une sorte de palette de signes qui va du monochrome blanc ou noir jusqu'à voilà des espèces de variantes intermédiaires entre le monochrome blanc et noir, plus ou moins simples. Et voilà, les intelligences jouent. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à calculer le degré de simplicité ou de complexité au fur et à mesure de l'interaction des intelligences artificielles, et on arrive en fait je switch là pour vous. En fait, on arrive attendez, ouais. On arrive en fait à une évolution qui est très stochastique en fait. Moi, j'avais toujours imaginé que, disons, dans le jeu, on allait passer d'un chaos à une forme ordonnée, et puis ressombrer dans le chaos, puis repartir et ordonner quelque chose et ressombrer dans le chaos, et ça. Et en fait, moi, j'imaginais intuitivement qu'il y avait des sortes de périodes. Il y avait même quasiment une sorte de période comme ça. En fait, il y a effectivement des passages de la simplicité à la complexité, mais c'est complètement stochastique. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas de période propre. Ce serait pas une sinusoïde du tout, du tout, du tout, du tout. Voilà. Et en fait, quand on regarde bien, ça ressemble très fort au phénomène boursier. C'est une modélisation, sans doute, si on la poursuivait, qui permettrait d'approcher voilà, ce qui se passe en bourse. Voilà, évidemment. Alors, je repasse là. Ouais. Voilà, vous voyez que ça dessine parfois des choses extrêmement réalistes qui empruntent à l'univers du jeu tel qu'on le connaît. Donc il y a des références à Super Mario qui arrivent de temps en temps. Enfin, ça peut être ça, mais ça peut être autre chose. Mais vous voyez le niveau d'organisation. Là, il doit y avoir une vingtaine de personnes auxquelles on peut arriver. C'est dingue. D'autres questions? Alors, a priori, il n'y en a pas. Il y en a Je fais un pas, dernier non. tour. À la limite, moi j'en aurais une, on peut finir là-dessus. C'est un peu le. Comment dire, ça va être un peu une déformation professionnelle parce que moi je suis dans l'informatique et les réseaux. Et donc évidemment, j'adhère. Mon côté libriste fait que j'adhère tout de suite au discours qui est la centralisation, c'est pas bien et en plus c'est de pire en pire. Et je me posais juste une question. Donc, j'ai pas participé à l'expérience directement, mais il m'a semblé que tout se faisait depuis un navigateur. Sur téléphone mobile aussi, ou Voilà, tablette, ou... mais j'imagine que du coup, c'est possible depuis simplement un navigateur, donc en ayant fait le Oui, choix bien sûr, de standards très ouverts et disponibles à peu près partout. bien Euh, sûr, bien sûr. Est-ce qu'on craint pas, avec justement l'emprise que peuvent avoir les géants d'Internet aujourd'hui dans le WebCA, dans le W3C, d'une manière générale, les gens qui définissent les standards d'Internet, est-ce qu'on craint pas que à un moment donné, ces standards-là finissent par ne plus être aussi faciles à utiliser ou ne plus être disponibles comme on le voudrait? Oui, ça me paraît évident que de plus en plus les protocoles, les interfaces, les API, etc.
sont verrouillés, de moins en moins interopérables, etc., etc. Il y a une vraie bagarre qui dépasse largement le cadre de ma petite expérimentation. Il se trouve que quand même, disons, voilà, tant bien que mal, avec zéro moyen, ce petit jeu, malgré tous ses handicaps technologiques et cette complexité croissante, a réussi à fonctionner encore aujourd'hui contre vents et marées. Ben, merci beaucoup Olivier, je pense qu'on peut l'applaudir.